L'un des domaines dans lesquels l'IA est le plus appliqué est celui de la finance. On a deux applications les plus connues qui sont d'abord le credit scoring, où la banque essaie de prédire un score euh, qui indique si un particulier pourra rembourser sa dette avant de la lui octroyer. Et l'autre application, c'est la détection de fraude sur les transactions sur les cartes de crédit. Alors, dans cette vidéo, nous allons entraîner un modèle de machine learning pour prédire les fraudes sur la transaction, on va prédire la fraude sur les transactions mobile money. Alors, c'est quoi le mobile money? C'est une alternative au système bancaire actuel où votre numéro de téléphone est en même temps votre numéro de compte bancaire. C'est un système où vous pouvez faire des achats, créditer, débiter votre compte, faire des paiements. Tout cela depuis votre téléphone sans avoir un compte en banque. Alors, c'est une alternative qui est proposée souvent par les entreprises de télécommunications. Et c'est un mode qui est très répandu en Asie, en Amérique du Sud et surtout en Afrique avec des entreprises comme Orange et MTN. Alors, ceci est un projet typique de machine learning où nous allons importer des données, en l'occurrence 6 millions de transactions sur un mois, des transactions mobile money sur un mois. Nous allons nettoyer les données, les analyser, poser des questions pertinentes pour essayer de comprendre ce qui se passe, valider également nos suppositions, puis à la fin nous allons entraîner un modèle de données. Alors c'est un projet où vous verrez, comme on le dit très souvent, les data scientists passent 90% de leur temps à analyser la donnée avant d'entraîner un modèle là-dessus. Et c'est pareil pour ce projet. Donc si tout cela vous intéresse, prenez votre café, posez-vous bien et ensemble essayons de rendre la tâche difficile aux fraudeurs. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès justement à ces vidéos quand je les poste très rapidement. Et aussi pour une série de vidéos sur l'analyse de données qui arrive très bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et mettez un pouce bleu si tout cela vous intéresse. Alors, pour ce projet, nous avons utilisé une donnée qui vient de Google, appelée Synthetic Financial Dataset for Fraud Detection. Alors, je vous explique rapidement, sans tout lire ici, je vous explique un peu le contexte. Ces données viennent en fait d'une entreprise de télécommunications en Afrique qui est dans 14 pays africains. Dans cette donnée, nous avons environ 6 millions de lignes de transactions mobile money qui se sont faites sur un mois. Alors, ce n'est pas de la donnée réelle, c'est plutôt la donnée qui a été donnée à un simulateur qu'on appelle PaySim. Et ce simulateur a généré des données qui ressemblent aux données qu'elle avait de base en fait. Donc du coup, c'est pas de vraies données, mais en quelque sorte oui. Donc il n'y a pas de nom de personnes ici, c'est des données anonymisées. Et allons directement à ce qu'on a dans cette donnée. Donc voilà un peu les paramètres qu'on a. Allez, on va pas trop rester sur cette page pour essayer de comprendre. Je vous mettrai le lien dans la description si vous avez envie de mieux lire tout cela, c'est très rapide. Alors, il faut juste télécharger la donnée ici, ça fait 178 mégas. Il faut juste la télécharger, voilà ici. Vous aurez un fichier zip, je pense. Alors moi je l'ai déjà. Allez, je vais vous montrer. Je fais import os. Je fais os.list_here. Et voilà, sur le dossier. Voilà, j'ai ça, c'est un fichier zip. Ok, c'est déjà là. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer d'abord les librairies de base. Hein. Là, vous connaissez un peu les librairies de base. C'est quoi? C'est Panda as PD. C'est NumPy as NP. C'est NumPy as NP. C'est... Là, j'ai fait une petite erreur. C'est matplotlib. Matplotlib.pyplot as PLT. C'est également Seaborn as SNS. Ok, donc ça c'est les librairies de base pour faire le travail qu'on a à faire. Donc ce qu'on va faire d'abord premièrement, c'est que nous allons importer la donnée. Donc je vais créer une section qu'on va appeler ici importer la donnée. On va aller très vite sur cette petite chose là. Donc on va l'appeler df tout simplement. Df égale à pd.read csv. Voilà, ici, la donnée commence par quoi? C'est PS quelque chose, donc PS. Alors, ne soyez pas étonnés si je garde la donnée comme ça sans la dézipper. Tant que c'est un CSV qui est à l'intérieur, ça va marcher avec pd.read_csv. Alors, regardez. Si j'importe, tac, comme ceci.
Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est beaucoup de lignes de données, c'est environ 6 millions. Donc, je vous laisse voir ici. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a les informations ici? Ce nombre de colonnes. Voilà, on a 6 millions environ, en tout cas, vous verrez. Ça tourne toujours, donc ça prend du temps. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un peu le mobile money, tout ça, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo, dans la description. Qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à commenter votre expérience de mobile money, si vous avez déjà eu des cas bizarres de fraude. En gros, ici, ils ont expliqué que la fraude en mobile money, c'est souvent une personne qui a accès à un compte, au compte d'autrui et qui fait un transfert vers son propre compte. Et une fois qu'il a fait le transfert de son propre compte, il fait un cash out, donc il retire tout sur son propre compte. Donc, vérifiez si c'est vrai ou pas. Donc, la donnée a déjà été importée, donc si je fais, allez vite fait, comme d'habitude, ce qu'on fait pour essayer d'avoir une idée de ce qu'on a dans la data, df head, donc du coup voilà, on a step, type, amount, name. Allez, je vous explique rapidement tout ce qu'on a là comme données. Le step, c'est l'heure, puisque c'est sur un mois, donc le step, c'est l'heure, de 0 à 724, je pense, le nombre d'heures qu'on a dans un mois, de 31 jours. Nous avons le type de la transaction, c'est peut-être un paiement, un transfert, un cash out, un cash in. Bon, je vais expliquer un peu tout ça en détail tout à l'heure. L'amount, c'est-à-dire le montant de la transaction, le nom du client qui a initié la transaction, ça balance avant qu'il initialise la transaction, ça balance après, le nom du destinataire, ce qu'il a dans son compte avant, ce qu'il a dans son compte après, si c'est une fraude, et après il y a une variable ici qu'ils ont appelée is flag fraud. Alors c'est quoi is flag fraud? Ils ont expliqué ici en gros que voilà, is flag fraud, the business model aims to control massive transfers from one account to another and flags illegal attempts. An illegal attempt in this data set is an attempt to transfer more than 200,000 in a single transaction. En gros, ce qu'ils disent, c'est que si quelqu'un essaie de faire une transaction de plus de 200 000, c'est une fraude. C'est une règle très simple. Donc, bon, vous voyez bien sûr que ce n'est pas une règle efficace. D'où le besoin de machine learning. Alors, nous allons essayer bien sûr de vérifier tout ça. Si c'est vrai, on va essayer de vérifier tout cela. Donc voilà, je vous disais qu'on avait environ 6 millions de lignes. Voilà, on a 6 362 620 lignes dans notre dataset. Vous voyez. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est que, alors, comme d'habitude, df info, pour avoir une idée. Voilà, le step c'est int, le type c'est object, amount, tout ceci. Très bien. Ça prend quand même un peu de place en mémoire. 534 mégabits, c'est beaucoup de données. Alors, je suis tenté de faire un petit describe là. Un petit describe. Bien sûr, ça va prendre du temps. Ça fait des calculs importants. Sur 6 millions de vues, ça va prendre du temps. Allez, c'est rapide. Voilà, apparemment, on n'a pas de valeur manquante d'après ce que je vois ici. Minimum transaction 0. Bizarre ça. Comment on fait une transaction avec 0? Bizarre. Le maximum c'est environ 90 millions. Intéressant. En tout cas, tout ça c'est intéressant. Alors, ce que nous allons faire, allez, le maximum de steps c'est combien déjà? C'est 743. Normalement, si on fait, on a combien dans une journée? 24 x 31, 744. C'est 744, non? Le maximum. Allez, je vais vérifier rapidement. df step point max 743. Normalement, on a 744 dans un marché bizarre. Allez, c'est pas grave. Valeur manquante, est-ce qu'on en a? df is nul. Enfin, somme comme ça, point any. Allez, comme ça, c'est bon, je pense. False, donc on n'a aucune valeur manquante dans le dataset. Alors, nous allons examiner la variable qui nous intéresse, c'est la fraude ici. Donc, du coup, si on fait df is fraud, on va faire value count déjà, ouais, pour avoir une idée de combien de données de fraude on a, combien de données de fraude on n'a pas. Alors, ok, là c'est, on a 8000 fraudes
8000 transactions qui sont frauduleuses et 6 millions qui sont non frauduleuses. Alors là, c'est ce qu'on appelle une donnée totalement déséquilibrée en machine learning, une balance dataset. Alors je vais faire sur la taille du dataset pour qu'on ait une idée du pourcentage. Ok, regardez ceci. Allez, je vais faire x100, le tout x100 pour qu'on ait une idée beaucoup plus simple. Alors le tout x100. Ok, regardez ceci. 99% des transactions sont non frauduleuses et seulement 0,12% sont frauduleuses, même pas 1%. C'est ce qu'on appelle une donnée vraiment déséquilibrée. Et c'est un cas assez particulier en data science. On verra comment gérer ce cas. Ne vous inquiétez pas. Alors, on peut faire un truc rapidement. Allez, comme on a dit, on va essayer de faire quelques visualisations également pour voir un peu comment ça se fait. Donc, on va utiliser Camplot de Matplot de Seaborn, pardon. On lui donne simplement la colonne isFraud. Voilà. Regardez ceci. Boum. Regardez, tellement c'est petit qu'on n'arrive à rien voir ici. Donc ça c'est toute la fraude, ça c'est tout ce qui est non frauduleux. Ça c'est frauduleux, on n'arrive même pas à voir. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. On avait parlé de amount. Allez, essayons de voir le amount, le minimum, comme je vous l'avais dit, et le maximum. Bon, on l'avait déjà vu, mais bon, allez. Voilà, 92 445, ok c'est bien. Donc là, on a nos données, on a fait l'analyse, on a fait connaissance avec les données. Donc maintenant, on va faire l'analyse exploratoire des données. Donc on va appeler ceci analyse exploratoire des données. Alors ça, c'est ce qu'on appelle EDA en anglais, Exploratory Analysis, Data Analysis. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est que nous allons investiguer la variable isFlagFraud. Parce qu'ils nous ont dit, je vous rappelle, vous nous ont dit que ce que eux, pour le moment, ils déterminent comme fraude, c'est tout ce qui est transaction de plus de 200 000. Alors, donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier cela. Donc, on va appeler ceci, allez, investigant is flagged. Comment ils ont écrit ça déjà? Is flagged fraud. Ok. Donc voilà, non, c'est pas ID flag, c'est isFlag. Ok. Donc ce que nous allons faire déjà pour isFlag fraud, c'est que nous allons faire un value count comme d'habitude. Donc on va faire isFlag fraud. Donc nous allons faire un value count. Allez, suggestion, non, value count. Allez, je hais quand il n'y a pas la suggestion. Ok, donc on a seulement 16 lignes qui ont été flaguées comme de fraude, c'est très peu. Puisqu'en réalité, on a 8000, donc le système ne marche pas, vous voyez très bien qu'il n'est pas efficace. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons déjà vérifier le min et le max quand on a isFlagFraud. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire df, bon, allez, je vais copier tout ceci, et donc, voilà, si je fais df isFlagFraud, on va, non, donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux chercher là où c'est flag fraud. Donc du coup on fait ceci. Donc je vais sélectionner toutes les lignes qui ont été flag fraud. Ok. Toutes les lignes. Voilà toutes les lignes qui ont été flag fraud. Donc je vais faire. Je cherche le amount. Non, ça c'est un attribut. Donc amount et je vais chercher le minimum. Je peux copier ceci et mettre ça à la ligne également comme ceci. Et chercher le max. Ok. Très bien. Ok, donc la transaction minimum qui a été flaguée comme fraude, c'était 353 000. Et le maximum, c'est environ 10 millions. Donc, c'est bon. Ça veut dire que tout ce qui est supérieur à 200 000 a été flagué comme fraude. Mais est-ce que c'est vrai? Ce que nous allons faire, nous allons chercher tout ce qui n'a pas été flagué comme fraude et voir si tout est inférieur à 200 000. Ok? Donc, pour le faire, c'est simple. Nous allons prendre tout ceci. Sélectionner tout ce qui n'a pas été flagué comme fraude, donc 0. Et voilà. Ok. Allons-y. Allez, regardez ceci. 92 millions. C'est-à-dire comment ça se fait que ceci n'a pas été flagué comme une fraude alors que c'est supérieur à 200 000. Donc je pense que voilà, on a une erreur dans notre dataset. Ceci n'est pas vrai. Bon, de toute façon, on ne va pas utiliser cette colonne-là pour
fait de la prédiction de la fraude. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous débarrasser de cette colonne plus tard. On va nous servir à rien pratiquement. Donc là, on a une erreur, donc il faut faire attention à cela. Alors, nous allons nous intéresser cette fois-ci au type de transaction. Le type de transaction, ok. Type de transaction. Alors, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Nous en avons, allez, je vais vous montrer les types. Nous avons 4 types de transactions, je pense, ou le 5, je sais plus trop. Value count comme d'habitude, hein, pour voir la proportion de chaque type de transaction. Alors, nous avons un cash out, un paiement, un cash in, un transfert et un débit. Alors, je vais vous expliquer cash out. Cash out, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, mobile money, tout est sur votre téléphone. Donc, un cash out, c'est que vous voulez retirer tout ce que vous avez sur votre compte. Donc, il y a deux types de, allez, je vais mettre ici un truc pour vous expliquer rapidement. Deux types de clients, ok. Nous avons les clients normaux, allez, clients normaux, ou bien, ouais, clients normaux, disons ça comme ça, clients normaux. Puis nous avons les marchands, ce qu'on va appeler les marchands. Alors, les marchands, c'est quoi? Les marchands, c'est les personnes chez qui vous pouvez aller pour faire un cash out, par exemple. Donc, le marchand, ce que vous arrivez chez lui, vous faites un transfert, par exemple, je veux retirer 10 000, j'envoie 10 000 sur le compte du marchand, et donc du coup, il me donne 10 000 francs, non pas francs, j'ai supposé que c'est francs, mais je ne suis pas sûr que c'est francs. Il me donne 10 000 en cash. Donc ça, c'est un cash out. Donc, dans un cash out, je suis la personne qui initie la transaction. Donc, je fais une transaction vers le compte du marchand et le marchand me remet du cash. Très simple. Un cash in, c'est que je veux créditer mon compte. Donc, du coup, je viens, je donne du cash au marchand et il me crédite mon compte. Donc, c'est lui qui initie la transaction et moi, j'ai du cash et je récupère l'argent sur mon compte. Très bien, ça, c'est un cash in. Un paiement, c'est que je paye, je fais une transaction à un marchand. Un transfert, c'est que je fais une transaction à un client normal. Et voilà, un débit, je sais plus trop. Donc là, c'est simple. Donc du coup, on voit que, allez, tout ceci, c'est bien. J'aimerais bien visualiser en fait la proportion de chaque transaction. Donc on va faire comme d'habitude un count plot simplement avec Seaborn. Un count plot et je mets juste DFT par l'intérieur. Ok. Un count plot, c'est vraiment très rapide. Ok. Voilà, on a beaucoup de paiements, beaucoup de cash out, un peu de transfert, moins de débit et beaucoup de cash in également. Ça, c'est normal. Donc, quand vous y pensez, on paye beaucoup plus les marchands et on récupère également de l'argent. Puisque avec le mobile money, il n'y a pas de guichet automatique où vous allez récupérer de l'argent. Donc, vous allez chez un marchand, vous lui faites une transaction et il vous remet le cash. Parfait. Alors, quels sont les types de transactions frauduleuses? Ok, là, on va se poser la question. Quels sont les types de transactions frauduleuses? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un group by. Donc, ce que nous allons faire df.groupby. Group by, allez, on va group by d'abord par type. Ok, on va group by type et par isFraud. Ok, on va faire par et nous allons calculer, nous allons voir la taille également. Je pense que ça peut être intéressant. Très bien. Donc, du coup, chaque type, on verra s'il y a la fraude ou pas. Donc, voilà, cash in, pas de fraude. Cash out, on a pas de fraude ici. Et 4 000 fraudes. Pas de fraude pour débit. Pas de fraude pour paiement. Et des fraudes pour le transfert. Donc, on n'a que des fraudes de type transfert et cash out. Et c'est ce qu'on nous a dit ici, en fait. Je ne sais pas si vous verrez, on dit que, ici ils disent que the fraudulent behavior of the agents aim to profit by taking control of customer accounts and try to empty the fund by transferring to another account and then cashing out. Donc, généralement, ils disent que le bon opérateur de la fraude, c'est que j'ai accès à ton compte, par exemple, et je transfère tous tes fonds vers mon compte, ce qui est un transfert puisque c'est compte à compte de client. Puis je fais un cash out. Et dans un cash out, ça veut dire que je fais mon argent qui est dans mon compte finalement, puisqu'il est transféré dans mon compte, je l'envoie vers le compte d'un marchand et qui lui me remet le cash. Bon, on peut comprendre, mais ce n'est pas tout le temps ça pour une fraude normalement.
Donc, ce que nous allons faire ici rapidement, c'est que nous allons nous préoccuper uniquement des cas où, puisque on sait que les cash-in ne peut pas être un cash-in ne peut pas être une fraude, un débit ne peut pas être une fraude, un paiement ne peut pas être une fraude. Nous allons nous réduire, on va réduire notre dataset à uniquement tout ce qui est transaction, cash out et transfert. Donc en gros, la tâche ici, c'est de pouvoir détecter si un cash out ou un transfert est une fraude. Donc nous allons filtrer notre dataset pour considérer que c'est deux cas là. Donc on va faire un DF. La condition c'est quoi? C'est que le DF type point est dans les deux options, donc l'option cash out, ok, l'option cash out et l'option transfer, ok, l'option cash out et l'option transfer. Donc voilà, et on va reset l'index, et je mets drop equals true, parfait. Donc du coup, si on compare avec notre DF de départ et notre data désormais, voilà, on est passé de 2 millions de transactions à 2, on est passé de 6 millions de transactions à 2 millions de transactions. On a déjà réduit les datasets, c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de visualiser en fait la proportion de fraude et de non-fraude par type. Et pour cela, avec Seaborn, vous avez, vous pouvez faire un cat plot. Le cat plot, on peut lui dire, voilà, data, c'est notre data. On peut lui dire qu'on veut, pour le X, on veut is fraud, ok. Pardon, is fraud. Pour le Y, on veut, pour le Y, ce sera le amount, on veut voir le montant pour chaque élément. Et nous voulons qu'il le fasse pour chaque type. Donc on va lui dire, on va avoir une colonne par type. Donc du coup, call égale à type, comme ceci. Allez, je mets plt.show en bas rapidement. plt.show rapidement, voilà. Ça prend un petit peu de temps. Allez, ça prend un petit peu de temps. Ce qu'on est censé avoir ici, c'est en fait, pour chaque type, on veut voir la fraude et le montant en fait. Donc, voici les cas de fraude, voici le montant, voici, voilà la distribution, pardon. Voici les cas de non-fraude, voici, voilà la distribution. Et on va bien se rendre compte. Ça arrive. En attendant, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Ici, au niveau du nom des clients, ou bien nom des clients, regardez ceci, on dit que il y a voilà, ceux qui sont des marchands, en fait, leur nom commence par M. Ok? Donc nous allons vérifier ça. Si je remonte ici rapidement pour vous montrer les lignes, voilà, on avait fait le DF, vous voyez le nom. Le nom des comptes commence par C. Voilà un M. C'est censé être un marchand, donc c'est un paiement. Donc on fait un paiement à un marchand. Ça c'est intéressant. Nous allons vérifier si normalement dans un cash out, on fait un cash out, donc on envoie de l'argent à un marchand normalement. On va vérifier tout cela. Et voilà ce que je cherchais, exactement. Voilà. Donc là, on a des transferts non fraude, fraude. Vous voyez que pour les transferts non frauduleux, on a quand même de gros montants. Hein. Et pour les transferts frauduleux, on a de petits montants. Donc on suppose que ceux qui ont beaucoup d'argent dans leur compte ne se font pas voler, on va dire. Par contre, dans les cash out, le cash out, c'est le type où vous allez prendre votre argent, vous allez vider votre compte généralement. Vous voyez que les transactions les plus gros montants, c'est des fraudes. Donc, ça nous donne une idée en fait des choses. Donc, on va vérifier rapidement le truc par rapport au marchand avec le M. Là, on va vérifier également. Donc, data analyst, on vérifie tout ce qu'on nous donne comme information, on doit vérifier. Il ne faudra pas qu'on vienne nous dire après que, voilà. Il ne faudra pas que tu viennes dire après que tu as supposé, non. Tu es data analyst, tu vérifies en fait toutes les suppositions. Donc, alors, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons vérifier si dans les names orig et name dest, on a des M. On a le nom qui commence par M. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire data. Nous allons sélectionner toutes les lignes. Nous allons sélectionner toutes les lignes où le name dest commence par M. Ok?
Donc data name dest. On va sélectionner str.startWith, parce que c'est la fonction Python pour vérifier si quelque chose commence par, si une chaîne de caractères commence par M. Voilà. C'est vide. C'est bizarre ça, parce que le dest pour les cache out, c'est censé être un marchand. Donc ici on va mettre name orig, pas de M aussi, donc c'est bizarre ça. Donc là on va informer le data engineer peut-être. On va lui demander des explications pourquoi dans des cache out on n'a pas le M en fait. C'est bizarre, donc c'est pas correct. Alors on nous a dit aussi qu'une fraude ça commence par, c'est souvent un transfert suivi d'un cache out, n'est-ce pas? Donc ce que nous allons faire, nous allons vérifier si il y a un compte dans un transfert qui apparaît également dans un cache out. Ok? Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord filtrer. Allez, on va vérifier fraude égale transfert plus cache out. Donc on va vérifier ceci. Désolé s'il y a quelques bruits. Il y a des gens qui passent à côté. Ok, donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons filtrer, nous allons sélectionner la fraude. Donc fraude, c'est notre data. On va sélectionner les lignes où data is fraud. Non, il faut mettre tout ceci entre les guillemets Kevin. Allez, fraud. Nous allons sélectionner égal à 1. Ok, donc ça c'est notre fraude. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire fraude. Nous allons sélectionner le type, c'est-à-dire transfert. Donc nous allons sélectionner fraude. Type, nous allons sélectionner égal transfert. Non, c'est T majuscule, je pense. Transfert comme ceci. Donc nous allons vérifier que là on a sélectionné tous les transferts. Donc on va vérifier, on va sélectionner le nom du destinataire parce que tu transfères dans ton compte, donc tu es le destinataire. Donc name test. Ok, name test. Donc nous allons vérifier si le nom, le name test est dans les transactions, dans le name, dans un cache out, tu es l'initiateur. Donc du coup, on va vérifier si tout ceci est dans le type cache out, mais cette fois-ci, on va vérifier name, name orig, ok, name orig, je pense, hein, n'est-ce pas? Donc on va vérifier tout ceci. Oh, on n'a que des false. Bon, je ne sais pas. Allez, on va vérifier s'il y a au moins un true à l'intérieur avec any. False. Donc vous voyez, ça c'est encore une autre supposition qui n'est pas correcte. En gros, là, on a que, il n'y a aucun. Allez, je vous montre rapidement notre data. Je vous montre quelques lignes aléatoirement. Allez, 6 lignes aléatoirement. Donc en gros, on n'a que des cache out. Non. Allez, on reprend cache out. Que des cache out. Non. 5. On n'a que des cache out. On veut pas ça. Attends, est-ce que dans la data, il y a des transferts au moins? Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai fait une erreur? Value. Voilà, c'est le processus d'analyse de données. Hein. Allez, on a des transferts quand même. Jusqu'à beaucoup trop de cache out. En gros, en fait, on n'a aucune transaction où la personne a fait un transfert puis un cache out. Donc c'est bizarre. Je ne comprends pas exactement les suppositions qu'ils ont faites ici. Ce n'est pas encore vérifié jusque-là. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Mais c'est pas grave. On va continuer. Donc ici, on va vérifier encore, on va vérifier nos suppositions. Alors, dans une transaction, la personne qui initie doit avoir de l'argent d'abord avant de l'envoyer de l'argent. Donc, nous allons vérifier si des gens ont fait des transferts ou bien fait une transaction alors que le compte de la personne, la balance de base, elle est 0. Voilà, parce que j'en vois ici, vous voyez. Donc, c'est grave quand même, n'est-ce pas? Donc, nous allons vérifier tout cela. Pour vérifier tout cela, on va dire initiateur n'a pas d'argent. Parce que c'est quand même bizarre, tu n'as pas d'argent et tu fais une transaction, c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc pour cela, on fait data, order balance de l'origine est égal à 0. Ok? On en a beaucoup quand même, hein? On en a beaucoup quand même, beaucoup quand même.
environ 1 million de lignes où la balance de base est vide. Comment c'est possible que tu puisses faire une transaction alors que ton truc est vide? Donc, c'est bizarre. Parce que ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir dans tout ça combien sont des fraudes et combien ne sont pas des fraudes. Si par exemple, si tout est fraude, ça veut dire que ça, c'est une règle pour nous. Donc, si ton truc de base est vide et tu vas nous dire que tu as. Si ton truc est vide et tu fais une transaction, c'est que c'est une fraude. Donc, nous allons vérifier si c'est fraude, value count. Ah ouais, quand même. 1 million de transactions non frauduleuses où la balance de base est vide. Ça, c'est bizarre, ça. Et on en a 41 qui sont frauduleuses quand même aussi. C'est bizarre. Honnêtement, ça, c'est bizarre. Donc, du coup, peut-être que c'est des valeurs manquantes. Peut-être que c'est des valeurs manquantes. Vous vous rappelez, on n'a pas eu de valeurs manquantes des NP, des NaN, des not et number, mais là, c'était des valeurs manquantes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une colonne qu'on va appeler valeurs manquantes pour l'origine. Et nous allons juste préciser si c'est une valeur manquante ou pas. Une colonne qui dit il y avait une valeur manquante ou pas. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une colonne. Voilà. Et nous allons appeler ça même chose, mais missing à la fin, en disant que on va vérifier justement si ce sera une condition, et la condition c'est celle-ci. Ok? Donc, allez, je mets ça en parenthèse. Donc, on aura des true or false dans cette colonne. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, nous allons vérifier la même chose pour la destination. Donc, parce que si tu as reçu de l'argent, ta balance, ton compte à la fin, c'est quand même rempli. Tu peux avoir 0 alors que tu as reçu de l'argent. C'est pas normal. Donc, nous allons vérifier la même chose également pour nos camarades. Allez. On fait un truc comme ceci. Allez, ça sera new balance destination. Ok? Donc, est-ce que c'est égal à 0? Ah ouais, quand même. Là, par contre, vous vous rappelez, on a 8000 transactions frauduleuses. Et là, presque la moitié, dans presque la moitié, on a la balance de la personne à la fin qui est vide. C'est pas normal. Donc, nous allons faire la même chose également. Hein. Nous n'allons pas nous casser la tête. Nous allons faire la même chose. Donc, du coup, nous allons créer également une colonne pour dire qu'il se peut que ce soit une valeur manquante, mais on n'est pas sûr. Peut-être que la data n'a pas été bien collectée aussi. Hein, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des modifications sur la data avant qu'on ne nous l'envoie. Donc, c'est des questions qu'il faudra poser en fait à la personne qui nous a donné la donnée. Donc, ici, je ne peux pas lui envoyer un mail pour le moment. Donc, on a créé. New balance. Ok, c'est parfait. Donc, on a créé en fait deux colonnes désormais. Allez, je vais vous montrer rapidement. Data.head. Donc, on a créé deux colonnes désormais. Voilà. Voilà. Ces colonnes-là nous indiquent si en fait on a des valeurs manquantes ou pas. Alors, en dehors de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez ceci. Balance, genre avant c'était 0, à la fin c'est 0. C'est bizarre tout ça. Donc, nous allons vérifier s'il y a des erreurs parce que on a quand même des principes de base. Donc, vérifions s'il y a des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs déjà, en dehors des zéros qu'on a. Normalement, on doit avoir deux principes de base. Deux principes de base. C'est que, normalement, la data, ta nouvelle balance, c'est la personne qui a envoyé l'argent. Donc, new balance origin. Normalement, c'est égal à ce que tu avais avant. Donc, on va appeler ça, donc c'est old balance origin plus, non, moins, parce que c'est toi qui envoies l'argent, donc on doit, la nouvelle balance c'est la nouvelle balance moins ce que tu as envoyé. Ok, donc on doit avoir cette règle normalement. Puis on doit avoir également l'autre règle, c'est quoi? C'est que celui qui a reçu l'argent, donc new balance destination, c'est censé être égal à ce que la personne il avait, donc du coup, old balance destination, plus data amount. Ok, normalement on doit avoir plus data amount. Ok, donc il se peut que ce ne soit pas le cas. Tout ça c'est comme ceci. Voilà. On est censé avoir ces conditions là, mais malheureusement ce n'est pas le cas, je pense. Donc au lieu de vérifier si c'est vrai ou faux, on va calculer la distance. Ok, donc on va calculer la distance. Donc on va créer une colonne qu'on va appeler erreur à l'origine. Ok, erreur à l'origine
Et ça va être quoi? Ça va être ce qu'on est censé avoir ici. Ce qu'on est censé avoir ici, moins tout ce qui est là. Donc ça me donne l'erreur. Donc moins tout ceci. Ça me donne l'erreur au niveau de la base. Peut-être que cette erreur nous informe s'il y a une fraude ou pas. Et on va avoir également de l'erreur au niveau de la destination, donc erreur dest. J'espère que vous arrivez à suivre juste là. Voilà, c'est ça l'analyse de données. C'est beaucoup d'étapes avant de sauter et faire de la prédiction. Donc, nous allons sélectionner tout ceci et mettre ça à l'intérieur. Voilà, donc nous allons créer de nouvelles colonnes et vérifier. Allez, regardez ceci. Vous savez ce qu'on va faire? Nous allons vérifier si... Bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de données à l'intérieur. Allez, je vais sélectionner les deux colonnes là. On va appeler ça erreur... non, pas de suggestion. Ok, erreur origine et erreur dest. Je fais un petit describe rapidement. Voilà, on voit qu'on a... Voilà, on a de la donnée. Il y a beaucoup d'erreurs. Le maximum, c'est environ... L'erreur à l'origine, le maximum, c'est 92 millions. C'est considérable. Maintenant, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a créé des données, on a analysé, on a vérifié des suppositions, on peut afficher une matrice de corrélation pour voir un peu comment les choses se passent dans la donnée. Hein. Ok. Donc pour cela, pour calculer la corrélation, c'est très simple. Vous pouvez utiliser simplement, on peut créer une matrice de corrélation. Il suffit de faire data.corr et ça calcule en fait la corrélation pour les valeurs numériques. Ok. Donc pour l'afficher, on peut faire sns.heatmap. C'est avec 6 bornes. Vous lui donnez la corrélation, on va lui dire la notation égale à true pour avoir à l'intérieur le nombre et le CMap, la color map. Ça c'est une valeur de matplotlib. Donc je pense que c'est YLGNBU. C'est ce que j'utilise très souvent pour les matrices de corrélation. Donc on va voir si ça marche. Ça peut prendre un peu de temps. Ok. Oh, interesting. Déjà, on voit que le old balance destination et le new balance destination sont corrélés. Bah, tu m'étonnes. Et le old balance origin et le new balance origin également sont corrélés. Bah, c'est normal. Le amount et le error origin sont corrélés. Très bien. Le amount et le error destination aussi. Très bien. Ce que nous allons faire, nous allons nous concentrer sur les variables isFraud et isFlagFraud. Ok. Donc, je peux faire... Allez, je vais copier tout ceci. Puis, nous allons sélectionner dans la matrice de corrélation. Nous allons sélectionner la variable, allez, comme ceci. isFraud. Et... Non, on peut regarder ça comme ça, non? Je ne suis pas sûr, hein, juste pour la fraude. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qui est le plus corrélé avec la fraude? Voilà, la balance. All balance origine, donc la balance de base de la personne qui a fait la transaction. Nous avons la nouvelle balance, l'erreur qu'on a créée. Vous voyez, le missing apparemment, ça peut être un indicateur de fraude. Tout ça, c'est bien. Maintenant, on peut s'amuser à passer au modeling. Donc, on a fini un peu notre analyse de données. Mais on peut revenir là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. On peut revenir là-dessus. Il y a encore beaucoup de questions qu'on peut se poser ici. Mais allons au modeling pour ne pas que la vidéo soit encore trop longue. Donc nous allons créer notre X et notre Y. Donc on va entraîner nos données sur data. On va drop les colonnes. D'abord le step. On va l'enlever. On aurait pu créer une colonne pour dire ça c'est un client, ça c'est un marchand. Pour les customers. Mais on n'a pas le M en fait dans notre dataset. Donc du coup nous allons enlever également les name origin là. Name origin et name destination. Et name dest. Nous allons enlever également la variable isFlag, non, pas comme ça, isFlagFraud. Ok, nous allons enlever cette variable là également. Et bien sûr, il faut enlever également la réponse, c'est le isFlagFraud, c'est notre Y. Donc tout ceci avec A6 égale à 1 pour le faire. Et notre Y, ce sera quoi? Ce sera data. Vous l'avez deviné, c'est isFraud. Ok, donc là, on a séparé notre X et notre Y.
Une autre chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit transformer la variable, les types là, on doit les transformer en variable numérique, ok? Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire isType, nous allons le modifier, donc isType égale à isType, ok? On va utiliser la fonction map ici, et avec la fonction map, vous lui donnez en entrée un dictionnaire, et vous lui dites par exemple tout ce qui est transfert, c'est avec majuscule, voilà, transfert, tu le transformes en 0 et tout ce qui est cache out, non, majuscule, cache out, tu le transformes en 1, ok? Et là, c'est bon, donc du coup, si on fait ist majuscule, pardon, is majuscule, type, et qu'on fait value count, j'utilise beaucoup value count, pour donner une idée rapide, voilà, on a des 0 et 1. C'est parfait, donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit faire notre train test split, ok? Nous allons sélectionner les données en entraînement et en test, comme ça pour avoir une idée précise de la performance de notre modèle sur les données jamais vues. Alors ici on a des données, c'est une classification, donc il faudrait qu'on ait la même distribution, puisqu'on a des données déséquilibrées, il faut qu'on ait la même distribution dans les données de train que dans les données de test également. Donc pour le faire, on doit utiliser scikit-learn. On va utiliser scikit-learn. Est-ce que le modèle selection, je pense, modèle selection. Voilà. On va importer le train test split. Voilà, c'est bon. Donc, alors, on aura le isTrain, le isTest, le yTrain, le yTest. Je vais aller vite. Le yTest. Donc, train test split. On aura le X, le Y. Il faut que ce soit même distribution. Donc, stratify égale Y. Ok. Le test size, on va prendre 0,2% de nos données pour le test. Et on va fixer un random state. Pourquoi? Pour avoir les mêmes choses. Si on reprenait ce code. Voilà, 42. Parfait. Donc là, c'est bon. Ce qu'on peut faire, on peut là vérifier la distribution dans le train et dans le test. Ok. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire simplement un yTrain.value count, ok, sur la taille de yTrain. Tout ça, c'est pour vérifier si on a vraiment la même distribution. Hein. Ok. Donc ça, c'est la distribution. Vous voyez 99%, 0,2% pour le train. Et pour le test, on est censé avoir la même chose également. C'est pour avoir les mêmes éléments. Ok. Donc on a la même distribution, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Donc ce que nous allons faire ici, voilà. Maintenant on peut passer au modeling. Donc on va parler rapidement des données déséquilibrées. Quand on a des données déséquilibrées, on a trois modes d'opération. Soit on peut faire ce qu'on appelle le undersampling, c'est-à-dire que nous allons réduire la classe qui a beaucoup plus de données. Donc par exemple ici c'est les données non frauduleuses. Donc comme on a 8000 lignes de données frauduleuses, on va ramener à 8000 les données non frauduleuses. Donc du coup on va perdre de la donnée, mais c'est du undersampling. Il y a ce qu'on appelle également le oversampling, donc on va essayer d'augmenter le nombre de données frauduleuses en générant des données qui ressemblent un peu à ce qu'on a dans les données frauduleuses avec une méthode qu'on appelle smooth. Puis vous avez la troisième manière, c'est d'utiliser les weight classes. Donc Dion modèle fait plus attention à la classe qui a le moins de données possible. Alors, nous n'allons pas faire tout cela ici parce que nous allons utiliser les arbres de décision comme algorithme. Et les arbres de décision, en fait, gèrent très bien les données les données déséquilibrées. Et donc, ce que nous allons faire ici, nous allons utiliser une variante des arbres de décision qu'on appelle les gradient boosting machines. Donc, en gros, nous allons utiliser les arbres de décision, mais nous allons avoir un algo, le gradient descent, en fait, qui va s'entraîner sur les erreurs. Et tout ça, c'est des détails que vous pouvez apprendre plus rapidement après. Je vous montre rapidement. On va utiliser la librairie IGBoost pour le faire. Gradient boosting machine. Allez. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser IGBoost comme je vous l'ai dit. Donc, nous allons faire import IGBoost à IGB. Ok. Très bien. Donc, nous allons initialiser
nous allons initialiser un classifier. Donc, nous allons. Mais avant ça, non, nous allons initialiser un classifier. Ok. CLF égale IGB classifier, je pense. Voilà, oui, c'est bon. Alors ici, nous allons lui donner quelques trucs de base. Donc du coup, nous allons lui donner le maximum de depth pour les arbres. Donc on veut avoir des arbres qui ne sont pas très profonds non plus. Donc 3 pots comme profondeur, et nous allons préciser njobs égale à -1 pour que l'algorithme puisse utiliser tout le CPU. Ok. Donc du coup, allez, on peut aller rapidement, hein, simplement pour faire un fit x train et un y train. Allez, ça peut aller très rapidement, ok. Ça peut aller très rapidement. Allez, ici je ne ferai pas de cross validation, sinon ça va être un peu plus long. Mais normalement, on doit faire une cross validation, utiliser un stratified k-fold, mais je ne le ferai pas pour aller très rapidement, ok, juste pour avoir un résultat rapide et on verra. Donc ça va prendre du temps. Donc le temps que ça prend du temps, on va parler rapidement de... Le temps que ça se termine, on va parler rapidement des métriques à utiliser pour comparer la performance. Alors, si on utilise l'accuracy, c'est-à-dire le taux de bonne classification, ça, si on calcule le taux de bonne classification, ce n'est pas un bon taux. Parce qu'imaginons on a un modèle qui classifie tout ce qui classifie tout les lignes non frauduleuses. On aura peut-être une performance de 99%. Parce qu'on a 99% des données qui sont non frauduleuses déjà. Donc ce n'est pas bien. Donc ici, on veut quoi? On veut un modèle qui trouve toutes les fraudes, mais qui est précis aussi. On n'aimerait pas que les gens fassent des transactions qui ne sont pas frauduleuses et que notre modèle dit que c'est frauduleux. On ne veut pas causer des désagréments à nos clients. Donc du coup, on veut une bonne précision, également un bon rappel. Ça c'est un problème assez compliqué. Donc du coup, la métrique qu'on va utiliser pour s'assurer que les deux sont vraiment très bien, c'est le F1 score. Le F1 score, c'est une moyenne harmonique entre la précision et le rappel, qui nous permet de pouvoir mesurer en fait si notre modèle il arrive à bien gérer les deux. Donc on a un équilibre entre la précision et le recall. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Ok. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que nous allons importer justement le F1 score, je pense que nous allons l'importer. Donc le temps que ça se termine d'entraîner, je vais faire from sklearn metrics, je pense. sklearn metrics, import, je pense que c'est F1 score, F1 score comme ceci. On peut importer également la précision et le rappel, voilà. Je pense qu'il y a également la matrice de confusion, je ne sais pas si on peut la montrer, confusion matrix, je ne sais pas si c'est ça. J'attends que ça se termine, comme ça on pourra vérifier si ça marche. Donc du coup, techniquement, ce qu'on fera, c'est qu'on va prédire, en fait, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va prédire, on va faire de la prédiction, on va faire Y pred, comme ceci, on va l'appeler clf.predict. Donc on va faire la prédiction sur le is-test, ok, et après on va comparer le F1 score de ypred et de ytest. Ok, on va calculer sa performance sur la donnée de test. Ok, donc voilà. Voilà, on dirait que ça a terminé de s'entraîner. Ça a pris beaucoup de temps. C'est normal, on a environ 2 millions de cas, c'est pas grave. Donc ici, on va afficher, on va essayer d'importer, comme on l'a dit. Alors, c'est quoi le problème? Cannot import name precision. C'est peut-être precision score. Je m'y rappelle. Ok, c'est recall. Oh, Kevin. C'est recall score, je pense. Ok, parfait. Ok, donc on va faire de la prédiction ici. J'espère que ça va prendre trop de temps. Ok, c'est parfait. On peut rapidement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc on aura des 0 et des 1, je pense. Vous voyez, 0 ou 1. 0 c'est pas de fraude, 1 c'est il y a fraude. Alors,
Déjà, calculons d'abord la précision. Score. Donc, on va calculer, on va voir si à chaque fois que notre modèle est prédit, est-ce qu'il est précis. Donc, y prédit y test. Voilà, précision de 99%, c'est pas mal. Un rappel de combien? Recall score. J'espère qu'on a un bon rappel. Allez, je mets le prédit d'abord. Test. Rappel de 100%, ça veut dire qu'on a bien prédit en fait. On a trouvé tous les cas de fraude. Ça, c'est très bien. Donc, on aura un bon F1 score, je pense. À 9,81% de F1 score. Ça, c'est très bien. Donc, la matrice de confusion. Confusion matrix. Y test. Non, allez, mettons pré. Y test. Regardez ça. On a trouvé tous les cas de fraude. Ok. Mais il y a 6 cas qui sont des non-fraudes, mais qu'on a prédit comme fraude. Ok. On a 6 transactions qui étaient pas des fraudes, mais on a prédit comme fraude. C'est pas mal. 6, c'est pas mal. On a quand même trouvé tous les cas de fraude. Ça, c'est bien. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut visualiser l'arbre de décision qui a été utilisé, le GraphViz. Et pour cela, on peut utiliser XGBoost, je pense. On peut importer c'est tout GraphViz. Parfait. Et si on fait tout GraphViz, CLF et rank dir égale LR pour dire left to right. Voilà, on exécute, on devrait avoir l'arbre qui a été utilisé. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'arbre qui a été utilisé pour faire de la prédiction. Donc du coup, on a d'abord, est-ce que la balance à l'origine est inférieure à 1 million? Voilà, c'est ce qu'on appelle du explainable machine learning, parce que une fois que ça a fini de s'entraîner, on peut expliquer en fait les décisions qu'a prises le modèle. Donc, et ça peut nous permettre en fait de définir une règle beaucoup plus générale. Ce n'est pas toujours le cas avec les réseaux de neurones. Voilà pourquoi pour un projet, vous pouvez utiliser peut-être les arbres de décision, utiliser par exemple des réseaux de neurones. Même s'il y a des efforts actuellement pour rendre les réseaux de neurones beaucoup plus explicables. Donc voilà, c'est la fin de notre projet. Maintenant, tout ce qui reste, c'est qu'il faut sauvegarder le modèle, créer une application, créer un API avec Fast API, ou bien mettre une application avec Streamlit, ou un petit truc avec Flask ou Django, et le servir, le déployer, le dockeriser, je sais pas moi, Kubernetes, tout ce que vous voulez. Donc voilà comment on a passé 90% de temps à analyser la donnée. Il y a beaucoup de suppositions qui ont été faites, beaucoup de choses qu'ils ont dit ici qui n'étaient pas totalement vraies. Mais voilà un projet assez intéressant qui est utilisé déjà par certaines banques, je pense. Mais nous, ici, on a fait l'analyse sur pas des cas de crédit, mais beaucoup plus sur du mobile money. Et voilà un projet intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. Si vous avez aimé tout ceci, n'hésitez pas à vous abonner et à liker également la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir également. Et abonnez-vous surtout parce que bientôt je vais lancer une série de vidéos sur l'apprentissage de l'analyse de données depuis les bases de Python jusqu'à la visualisation de données avec Matplotlib, Panda et autres. Et ça arrive très très bientôt. Et voilà, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao, ciao.